Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Quand on parle aujourd'hui d'Israël, du sionisme ou de la question palestinienne, encore une fois, on imagine souvent que tout commence avec les grandes migrations juives de la fin du 19e siècle, comme si, soudainement, des populations juives arrivaient dans une terre entièrement nouvelle pour elles. Les historiens rappellent au contraire une réalité essentielle, des communautés juives vivent en Palestine depuis des siècles. Mais ces communautés n'ont encore rien à voir avec le futur projet sioniste. Ça, c'est vraiment un point fondamental, historique. Au début du XIXe siècle, les Juifs de Palestine constituent une minorité relativement modeste, concentrée principalement dans ce qu'on appelle les 4 villes saintes, Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Ces communautés sont extrêmement diverses. Certaines sont installées depuis très longtemps dans la région, d'autres descendent des Juifs expulsés d'Espagne à la fin du XVe siècle. On y trouve des séfarades parlant souvent le ladino, des communautés orientales intégrées au monde ottoman, mais aussi progressivement quelques ashkénazes venus d'Europe centrale. Et surtout, leur présence repose avant tout sur une logique religieuse. Pour beaucoup de ces Juifs pieux, vivre en Terre Sainte est un acte spirituel. On vient prier, étudier, attendre parfois la rédemption messianique. Jérusalem n'est pas encore pensée comme une future capitale nationale moderne, c'est simplement, entre guillemets, une ville sacrée. La majorité de ces communautés vit dans des conditions difficiles. Beaucoup dépendent financièrement des dons qui viennent de la diaspora juive mondiale, ce qu'on appelle la Halouka. Pardon pour la prononciation si je prononce mal. Les structures économiques restent fragiles. Les populations sont souvent pauvres. Et pourtant, malgré leur faiblesse démographique, ces communautés jouent déjà un rôle symbolique immense dans l'imaginaire juif mondial. Parce que depuis la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, l'idée, ça remonte au 1er siècle de notre ère, l'idée du retour à Sion traverse toute l'histoire religieuse juive. Les prières évoquent Jérusalem. Les fêtes rappellent l'exil. La mémoire de la Terre Sainte demeure centrale. Mais attention, cette aspiration religieuse n'est pas encore un nationalisme politique. Pendant des siècles, le judaïsme traditionnel considère généralement que le retour collectif sur la terre biblique va dépendre d'une intervention divine messianique. L'idée qu'un mouvement politique humain puisse recréer un État juif moderne est longtemps marginal, voire même rejeté par certains courants religieux. Alors comment est-ce qu'on fait pour passer d'une attente spirituelle à un projet politique concret ? Pour comprendre ce basculement, il faut quitter provisoirement la Palestine et revenir en Europe, parce que le sionisme naît d'abord en Europe avant de s'installer en Palestine. Le XIXe siècle est un siècle de bouleversements gigantesques pour tout, notamment pour les Juifs européens. D'un côté, tout ce que je vous disais tout à l'heure, l'émancipation progresse. Après la Révolution française, plusieurs États européens accordent progressivement des droits civiques aux Juifs. Ils peuvent entrer dans certaines professions, ce qui n'était pas le cas avant, participer à la vie économique, culturelle, intellectuelle. Une bourgeoisie juive moderne se développe dans plusieurs grandes villes européennes. Mais parallèlement à ça, l'antisémitisme moderne explose. Et les historiens insistent beaucoup sur ce point. Le XIXe siècle produit simultanément l'intégration des Juifs et leur rejet. Dans l'Europe des nationalismes naissants, beaucoup considèrent les Juifs comme des étrangers permanents, si vous voulez. Même assimilés, même patriotes, même convertis parfois, ils restent perçus comme différents. En Europe occidentale, cette hostilité prend souvent une forme politique, voire raciale. En Europe orientale, notamment dans l'Empire russe, elle devient parfois extrêmement violente. Je pense que vous le savez, à partir des années 1880, les pogroms frappent durement les communautés juives russes, des quartiers entiers sont attaqués, des familles fuient, des milliers de personnes émigrent. Et c'est là qu'un élément décisif apparaît. Parce que face à l'antisémitisme européen, plusieurs réponses vont émerger dans le monde juif. Certains croient encore à l'assimilation, d'autres rejoignent les mouvements révolutionnaires socialistes, certains émigrent vers les États-Unis, et d'autres commencent à penser qu'il faudrait peut-être créer un territoire national juif. Alors évidemment, au départ, ça reste très minoritaire comme idée, mais elle progresse, et elle progresse rapidement.
Le nationalisme européen influence profondément certains intellectuels juifs. Si les Italiens ont l'Italie, les Allemands l'Allemagne, les Grecs la Grèce, etc., pourquoi les Juifs ne formeraient-ils pas eux aussi une nation moderne ? C'est là toute la naissance intellectuelle du sionisme. Mais avant même Theodor Herzl, plusieurs pensent élaborer ce type d'idée. Des mouvements comme les Amants de Sion apparaissent dans l'Europe orientale. Ils encouragent l'installation agricole juive en Palestine. On commence d'ailleurs à acheter des terres. De petits groupes de pionniers partent vers l'Empire ottoman. Et pourtant, à cette époque-là, je vous assure, rien n'est clair. Même parmi les premiers sionistes, le choix de la Palestine n'est pas totalement évident au départ. Certains envisagent d'autres territoires, d'autres imaginent des solutions autonomistes sans véritable État. Parce que la Palestine pose immédiatement un problème évident. Eh oui, elle est déjà habitée. Et cette réalité est quand même connue. Contrairement à certaines reconstructions ultérieures, les premiers penseurs sionistes savent parfaitement qu'il existe des populations arabes locales. Et donc la question devient alors, comment installer un projet national juif dans une région appartenant à l'Empire ottoman et peuplée majoritairement d'Arabes ? Les réponses restent plutôt floues au début, puis j'allais dire encore aujourd'hui forcément. Certains imaginent une coexistence harmonieuse grâce au développement économique. D'autres pensent que les populations locales accepteront facilement les transformations apportées par les nouveaux arrivants. Quelques-uns perçoivent déjà les risques de conflit. Mais globalement, beaucoup de militants sionistes regardent encore la Palestine à travers un regard très européen, comme un espace à moderniser, développer, transformer. Or, cette vision rejoint parfois les logiques coloniales du XIXe siècle, et c'est là toute l'ambiguïté historique que les auteurs que j'ai pu lire mettent en lumière. Le sionisme naît comme un mouvement d'émancipation nationale pour un peuple persécuté. Mais il se développe dans un contexte intellectuel profondément marqué par l'expansion européenne et les représentations coloniales de l'époque. Ces deux dimensions coexistent dès l'origine. Pendant ce temps, la Palestine elle-même commence lentement à changer. En parallèle, les premières vagues migratoires juives modernes, encore limitées, modifient certains équilibres locaux. Déjà, des terres sont achetées, comme je vous disais, des exploitations agricoles apparaissent, de nouvelles relations économiques sont en train de se créer. Mais à ce stade, les tensions restent encore relativement contenues. Pourquoi ? Parce que personne n'imagine encore l'ampleur future du phénomène. Les autorités ottomanes surveillent l'immigration juive avec méfiance, mais sans vraiment disposer des moyens nécessaires pour la contrôler efficacement. Les populations arabes locales observent ces changements, souvent sans encore vraiment les interpréter comme une menace nationale globale. On est dans une période de transition. Et d'ailleurs, j'ai dit le mot national, je ne devrais même pas. L'ancien monde ottoman existe encore. Les identités nationales modernes ne sont justement pas totalement cristallisées. Les appartenances religieuses, locales ou impériales restent absolument dominantes. Mais sous la surface, ça commence déjà à bouger. Parce qu'à la fin du XIXe siècle, une figure va donner au sionisme une dimension politique mondiale. J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai donné son nom. Un journaliste viennois convaincu que l'Europe ne résoudra jamais réellement la question juive. Son nom, vous le connaissez, Theodor Herzl.